Bienvenue dans Legacy in Motion. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme visionnaire, humaniste et pionnière de l'éducation dans le monde de l'entreprise, Simone Amber. Ancienne dirigeante chez Schlumberger, elle a fondé en 1994 l'ONG SEED, Schlumberger Excellence in Educational Development, un projet audacieux qui a transformé la relation entre ingénierie, éducation et engagement social. Dans cet épisode, Simone nous partage son parcours, sa vision du leadership engagé et ce que signifie bâtir un projet durable au cœur d'une multinationale. Merci Simone d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci Corinne. Commençons par tes origines et ton parcours personnel. Peux-tu nous parler de ton enfance, où as-tu grandi et quel impact cela a eu sur la personne que tu es devenue surtout? J'ai grandi à Beyrouth au Liban et dans un pays où il y avait différentes communautés religieuses qui vivaient toutes en paix, en tout cas du moins durant la période où j'étais. Et donc ça, c'était un très bon souvenir. Mais en même temps, c'est un pays où il y avait une grande injustice en fait sociale, comme dans beaucoup de pays en voie de développement. Et je me souviens très bien, enfant, étant arrêtée à un feu rouge quand j'étais avec mes parents en voiture, de voir des jeunes de mon âge qui vendaient des chewing-gums, des bonbons. Et des fois, je me posais la question, mais pourquoi moi j'ai la chance d'aller à l'école et eux pas? Et donc, ça a certainement été quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a rendue triste. Et je ne me suis rendu compte que bien plus tard, un jour, je devais faire une présentation pour la première fois publique sur Seed, que c'était la source en fait de ce désir de non seulement de changer quelque chose dans le monde, mais en particulier pour les jeunes, les enfants et l'éducation. Parce que finalement, l'éducation, on l'apprend avec soi où qu'on aille, et même si on perd tout, on l'a et on peut se remettre sur nos pieds. Donc du Liban, ensuite, je pense que tu arrives à Paris. C'est la Oui, trajectoire que ta vie prend. Est-ce que tu peux oui. nous raconter un peu les débuts de ton parcours professionnel? Oui, alors écoute, j'étais très intéressée par la danse classique. Donc au début, c'était ça mon objectif. Et puis très vite, quand j'ai vu à Paris mes amis professionnels souffrir tellement, avoir tant de difficultés à trouver des auditions, etc., je me suis dit, bon, bah, puis comme les études, ça marche, voilà. Donc mon premier job a été dans une banque internationale. Et puis, ça a été Schlumberger. Et durant mon parcours, quand je repense à ça en regardant en arrière, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de coïncidences ou des choses qui se sont faites par hasard. Par exemple, une fois que j'ai passé mon bac à Paris, je ne savais pas où aller, dans quelle université, il n'y avait personne pour me conseiller. C'est juste une amie qui m'a dit, oh, si j'ai mention bien ou très bien au bac, je vais à Sciences Po. Ah, quand j'ai eu mes résultats, j'ai dit, ah, bah, peut-être que je peux essayer Sciences Po. Et puis après, quand je cherchais un job à New York, euh, il y avait dans un bureau de chasseur de tête où mon professeur travaillait, quelqu'un revoit mon curriculum vitae et dit, ah, mais j'ai un client qui pourrait peut-être être intéressé par vous. Et c'est comme ça que j'ai eu un entretien chez Schlumberger et que j'ai atterri là-bas, dans la finance, puisque je travaillais avant dans la banque. Et dans ce milieu-là, être une femme, est-ce que c'était compliqué à l'époque? À la banque, pas trop, parce que en fait, les femmes américaines avaient commencé, c'était dans une banque américaine, à ouvrir le chemin. Chez Schlumberger, il n'y en avait pas beaucoup, mais la direction du groupe il y avait des hommes très ouverts, donc ça a été bien. Donc, je me suis sentie soutenue, bien que rare en tant que femme. Et donc, non, non, je dirais pas que c'était facile, mais ça n'a pas été trop difficile. Et alors, comment est né Seed? Ben, Sid est né une fois que j'étais bien installée dans mon job, au bout de 2 ans,
Une des choses importantes pour moi a toujours été d'être indépendante financièrement. Après, comme tu peux imaginer, la guerre civile au Liban, etc. Et donc, une fois bien installée et très curieuse dans mon job, très contente, je me disais, mais bon, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de faire quelque chose qui ait du sens pour moi et idéalement qui soit utile pour la société. Donc, j'ai commencé à chercher des projets et je ne suis pas tombée sur un projet précis jusqu'au jour où j'ai été au MIT Media Lab pour rencontrer le professeur Seymour Papert. Et c'était une faveur pour une de mes amies. Et mais j'étais avec elle parce que je suis très curieuse. Et en fait, la réunion était pour moi, sans le savoir. Et c'est de là que l'idée de Seed a été créée parce que Seymour Papert était un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il était le cofondateur du euh, MIT Media Lab. Et il avait créé les premiers logiciels pour la programmation avec les tortues, etc. Et la robotique. Donc, en discutant, moi connaissant bien Schlumberger, c'est-à-dire les qualités et les avantages qu'offre la société, c'est un peu comme si on est un peintre, à quoi pourrait ressembler la toile. Lui, avec la technologie et l'intérêt qu'il portait aussi pour les pays en voie de développement, lui-même étant né en Afrique du Sud. Donc, cette idée a commencé à prendre forme. C'était en 1993. Et à l'époque, j'étais encore m'occuper de la trésorerie pour l'Amérique du Nord et j'attendais mon deuxième enfant. Et l'année d'après, j'ai eu une promotion pour être en charge des relations avec les investisseurs et la communication pour le groupe. Donc, ça a été une année très difficile, puisque avec un bébé, un autre petit à la maison et un nouveau domaine, c'est-à-dire que je connaissais la partie financière, mais pas la partie technique de tout ce qui était toute la partie d'ingénierie. Donc cette idée est restée, mais elle n'a pas pu encore tout à fait être plus structurée jusqu'à un an plus tard, où j'ai commencé à en parler à l'intérieur de la société. Et donc, un an plus tard, ça devient officiel et vous commencez dans quel pays? En fait, on commence sur un prototype. Donc, on n'a pas de budget. C'est mon équipe qui s'occupe du site officiel de la société qui commence à faire un site sur les sciences, les technologies, ce qu'on appelle maintenant STEM, Science, Technology, Engineering and Math. C'est mon équipe on va choisir une école dans un pays en voie de développement, dans une école, dans un milieu, dans une région très, très isolée, et on leur propose d'installer Internet et un laboratoire d'ordinateur. Donc, on teste ça. Donc, la partie connaissance scientifique sur un site qui après sera en 7 langues. Une partie sur le terrain, parce que Schlumberger avait déjà son propre intranet pour installer l'Internet et donner un- un laboratoire. Et puis après est venue l'idée de faire des formations pour les enseignants avec leurs étudiants sur tout ce qui était robotique, programmation, etc. On les a fait sur deux thèmes qui me tenaient à cœur déjà à l'époque, c'est-à-dire l'eau et le changement climatique. Et à chaque fois, en insistant pour avoir autant de filles que de garçons dans tous les ateliers, parce que la tendance aurait été de nous donner que les garçons. Mm. Donc, on a fait en sorte que on puisse aussi avoir une participation bien équilibrée. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fait les prototypes. Et puis après, nous avons eu un budget autonome plusieurs années plus tard. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont particulièrement marqué? En ce qui concerne la formation du projet ou le projet en lui-même? Le projet en lui-même. Au long de toutes ces années, vous arrivez ensuite à la fin à toucher plus de 60 pays. Est-ce que si tu fermais les yeux aujourd'hui, il y avait une histoire ou deux histoires qui t'auraient particulièrement touché?
J'en ai beaucoup. Alors, donc tu vas m'arrêter parce que sinon pourrait durer longtemps. Je dirais que une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir que ce qui se passait en moi se passait chez les autres bénévoles de l'entreprise. Que moi, j'avais un désir de faire quelque chose, mais en fait, en le faisant, et on avait l'impression de l'extérieur que c'était nous qui donnions, en fait, on recevait beaucoup plus. Donc et beaucoup d'employés bénévoles ont eu cette même expérience. Donc ça a été quelque chose pour moi de très, très précieux. Parce que c'est finalement vraiment l'énergie qui a fait que ce projet a pu grandir. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait être plutôt créatif. Donc en ayant plus d'employés bénévoles, on pouvait faire beaucoup plus. Donc ça c'est certainement une des choses. L'autre, c'est de voir les échanges entre les professeurs et les étudiants de différents pays. On a eu la chance une fois de pouvoir inviter des jeunes de 4 pays différents qui sont venus au siège social de Ford à l'occasion d'une très grande réunion sur le développement durable, où il y avait des gens très calés, hein. Et on m'a proposé de montrer le travail de ces jeunes sur l'eau. Ils ont montré les projets qu'ils ont créés sur l'eau à partir de ce qu'on leur a enseigné au point de vue robotique, tout ça, et en même temps de comprendre les systèmes, parce que quand ils voulaient prendre des actions pour, par exemple, avoir une meilleure qualité de l'eau, il fallait qu'ils comprennent où avait le point d'impact le plus grand. Et donc là, on avait des jeunes de Malaisie, d'Égypte, du Mexique, du Venezuela. Et quand ils ont fini de présenter leur projet, ils ont eu standing ovation de tous ces adultes qui étaient vraiment... Et moi, ça m'a évidemment beaucoup touchée parce que ils n'auraient jamais imaginé même venir aux États-Unis, jamais imaginé présenter. Donc je pense que ça leur a donné beaucoup de confiance en eux-mêmes. Et après, dans les coulisses, je voyais les jeunes qui s'échangeaient parce qu'ils avaient porté leurs costumes nationaux. Et donc, en fait, cette connexion était aussi au niveau humain pour créer plus de tolérance. Et puis, comme je ne veux pas passer trop de temps, la dernière chose que je voudrais euh, te raconter, c'est le dernier grand atelier que nous avons fait, c'était à Quito, en Équateur, où on avait, je crois, 35 écoles qui sont venues montrer leur projet d'eau. On a passé une semaine avec eux. Et là, j'étais profondément touchée d'abord par un des projets qui était un groupe indigène qui a créé un musée de leur tradition. Et donc, c'était vraiment très, très, très touchant. Ils ont tout apporté. Leurs parents étaient impliqués. Donc, c'était au-delà de l'école, toute la communauté. Et puis, de voir que, il y avait un jeune qui était dans un fauteuil roulant vraiment horrible. Et donc, quelqu'un de Schlumberger a été acheter un beau fauteuil roulant pour lui. Et donc, de voir tous ces effets, en fait, qui font boule de neige, Mm. qui se sont créés autour de cette réunion, de grande réunion. Et la dernière chose, c'est on avait aussi aidé des écoles pour des enfants qui avaient des gros handicaps. Et un d'entre eux me montrait ce qu'il faisait sur l'ordinateur, et donc je Mm. regardais son travail. À la fin, quand il a fini, il s'est retourné et derrière lui, il y avait un dessin d'un cœur. Il l'a pris, il me l'a donné. Alors là, je peux te dire, même en te racontant l'histoire aujourd'hui, j'ai la chair de poule parce que c'est tellement authentique, il n'y avait pas de filtre, hein. Et Mm. quelque, il a compris que ce n'était pas seulement moi, mais que je faisais partie de ces gens bienveillants. Et je pense que c'est une bienveillance que vous avez réussi avec toute l'équipe à toucher les gouvernements également, les institutions, et à fédérer Oui, grâce à Schlumberger, au travers de Seed et Schlumberger. Mais cette bienveillance, elle a été communiquée. oui, on a été reçus en fait par le vice-président d'Équateur, par exemple. On a fait un memorandum of understanding pour pouvoir
en fait, dans chaque pays, il fallait que ou le gouvernement, d'une certaine façon, soit le ministre de l'Éducation, soit quelqu'un d'autre, nous autorise à aller dans leurs écoles, comprennent ce que nous faisions. Et il y a une fois quelqu'un qui m'a raconté, je crois que c'était au Nigeria, que la réunion qu'il a eue, le directeur de Schlumberger localement avec le ministre du pétrole, le ministre du pétrole a passé plus de temps à parler de seed que du business. Donc ça me fait chaud au cœur. Est-ce que c'était pour le OLPC deployment? Non, c'était Non? avant les One Laptop per Child, oui, qu'on avait fait. Effectivement, on avait pris 3000, je crois, 3000 ordinateurs qu'on avait donnés et protégé les communautés parce que les enfants se baladaient avec. Donc, avec l'ordinateur. Donc, en fait, notre action pour apporter la technologie, la science dans ces communautés, c'était plus que juste une action technique. Il y avait Mhm, tout un aspect humain mhm, d'échange parce que nos bénévoles étaient là-bas, étaient des role models parce que souvent c'était des ingénieurs du pays, mhm, parfois c'était des expatriés, souvent il y avait des femmes. Donc mhm. ça encourageait, à mon avis, beaucoup les jeunes à se dire que leur avenir peut être différent de celui qu'ils vivent aujourd'hui. Et la chance d'avoir une plateforme pionnière avec la relation directe avec des experts scientifiques du monde entier, ça c'était vraiment exceptionnel. Si aujourd'hui Oui. ça existait toujours, comment imaginer? C'est-à-dire que nous avions pris, en fait, c'était les scientifiques de Schlumberger qui créaient le contenu que notre équipe d'enseignants rendait, disons, plus simplifié pour les jeunes de 10 à 18 ans, qu'on avait à l'époque fait en 7 langues, parce qu'il y avait des échanges entre les enseignants, les élèves et les experts de Schlumberger. Et ça, c'était parce qu'il n'y avait pas encore Google Translate dans les années 90, hein, même en début 2000, hein. Et donc, aujourd'hui, si ça existait, ça aurait été tout de suite fait grâce à l'intelligence artificielle en plein d'autres langues et ça aurait pu grandir beaucoup plus. Bien sûr. Donc un jour, Sid prend fin, est-ce que tu peux brièvement parler de cette fin? En fait, s'il n'est pas terminé en tant que nom, que marque de l'activité de Schlumberger dans le domaine, disons, social, ça s'est resté parce que c'était très ancré à cause du travail que nous avions fait. Ça, that's a legacy. Malgré tous les changements de personnes et tout ça, de dirigeants et tout ça. Mais la forme que nous avions créée n'a pas été continuée euh, pour différentes raisons. Et ça, c'est vraiment une déception pour moi, parce que j'aurais aimé que ça puisse continuer, parce que, comme tu sais, avec les facilités aujourd'hui technologiques entre l'intelligence artificielle, le prix de, de, de tout qui est beaucoup plus bas. Et puis moi, j'avais créé le premier Fab Lab dans une école, en fait, à Moscou. Euh, et toutes les technologies deviennent beaucoup plus abordables. Donc, on aurait pu, aujourd'hui, nous avions touché au moins 1000 écoles qui étaient venues à nos ateliers. Avec tous ces changements-là, on aurait pu toucher énormément plus d'écoles, de gens. N'empêche que si on regarde déjà ce que nous avons fait, et l'effet boule de neige, tous ces enseignants qui ont été formés, qui ont enseigné à plusieurs générations d'enfants, Mhm, ce que ça a changé à l'intérieur des employés de Schlumberger. mhm. Parce que des fois, j'avais quelqu'un qui travaille dans mon équipe et puis qui repartait après avoir un travail normal, qui me disait, mais je ne sais pas comment je vais réintégrer parce que nous, enfin, mon style de management était beaucoup plus ouvert et même si tout le monde pouvait s'exprimer, à la fin, je prenais la décision, mais on pouvait s'exprimer. Et en fait, à travers ça, on arrivait tous à des décisions bien meilleures, beaucoup plus riches. Donc voilà, donc c'était une expérience pour eux intéressante et j'aurais aimé, bien sûr, mais ça n'a pas été possible, pouvoir faire en sorte que ce genre
de leadership qui est aussi basé sur l'authenticité Mhm. puisse en fait contaminer, entre guillemets, le reste de l'organisation. Ça l'a fait un tout petit peu, mais pas à l'échelle que j'aurais souhaité. En parlant de bienveillance, d'authenticité et de science, tu as continué avec le Fab Lab Connect. Ça a été la transition Mhm. après CID. Est-ce que tu peux en parler brièvement? Oui, c'est-à-dire que nous avions fait le premier Fab Lab a été créé à MIT par Neil Gershenfeld et de qui j'étais proche. Et le premier dans une école que on l'avait fait à Moscou. Après, je me suis rendu compte que Schlumberger n'allait pas continuer à faire ça. Et je me suis dit, maintenant, si Simon Papert était encore vivant, Mm, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. mm, Donc, quand j'ai quitté le groupe, je l'ai fait, j'ai créé ma propre boîte et on s'est concentré sur le réseau, mais en particulier sur les écoles. mhm, Parce que souvent, les écoles, elles sont abandonnées, quoi. mhm, Tout le monde s'intéresse plus aux universités. mhm, Les animations, moi, je me disais que les sociétés qui font des jeux vidéo, qui sont tellement fortes, pourquoi elles ne font pas, elles n'aident pas les écoles? C'est mhm, notre avenir. mhm. Ça, c'est la situation du monde aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce que tu as encore des projets ou des rêves? Je n'ai pas de projet précis en ce moment, mais mes rêves seraient de continuer à avoir un impact positif dans le monde. Et Mhm, si c'est possible, de pouvoir inspirer des gens ou être un mentor, ça, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire, pour les aider à trouver des projets qui puissent avoir un grand impact. Souvent, ou à l'intérieur d'une société, par exemple, ou d'une autre structure qui soit vraiment efficace, ou dans une ONG. Là, je ne prends plus de projets, disons, pour lesquels je suis responsable de A à Z, mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir transmettre ce que j'ai appris et de pouvoir aider d'autres qui ont ce même désir à mhm. pouvoir le mettre en place. Si quelqu'un t'entend aujourd'hui et veut te contacter, comment il s'y prend? Ben, envoie un mail à simone@fablabconnect.com. Que t'inspire l'idée de l'héritage personnel et ou professionnel? Ben, moi, je les mettrais ensemble parce que quand, chez Schlumberger, j'ai décidé finalement de, de m'occuper que de seed, de ne plus être bénévole, mais d'être en charge du projet comme employé, j'ai vraiment mis ensemble complètement, en harmonie, ma vie personnelle, mes valeurs et mon travail. Et ça, c'est un privilège et qui est extraordinaire. Même si dans le processus, évidemment, la société ne m'a plus compensé de la même manière, ce qui est un peu étrange, mais bon, peu importe. Mais pour moi, ça a été extraordinaire. Et donc, je pense que euh, mon rêve serait enfin, mon rêve, ce serait d'aider d'autres à le faire. Et ma legacy serait, au-delà de ce que nous avons fait déjà avec Sid, de pouvoir aider d'autres à le faire, parce qu'à travers eux, en fait, ou leur permettre eux-mêmes d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et de le mettre en place, ce sera déjà pour moi énorme. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi, Simone? Euh, Si tu as des mots, je crois que tu as... écoute, je crois que de, d'avoir des idées, de sentir au fond de soi profondément que ces idées sont en harmonie avec ses-
mes valeurs, que malgré les difficultés qui ont été assez nombreuses, j'ai pu m'accrocher, convaincre et inspirer. C'est surtout inspirer. C'est ce que il me disait le président de Schlumberger. C'était inspirer plutôt que la carotte et le bâton, hein. Donc, et et de faire confiance, qu'une fois que je me suis lancée, j'allais avoir de l'aide, que ça va se faire, que des gens vont venir, que d'autres choses vont se faire. Et peut-être que je pourrais le dire mieux en lisant un poème. Bienvenue. Ok. Alors, je veux bien. Alors, c'est là. Hélas, pour ceux qui ne savent pas chanter, mais meurent avec toute leur musique en eux. Chérissons le temps qui nous est imparti et décidons d'en faire bon usage, considérant chaque instant comme précieux, une chance d'appréhender une vérité, d'expérimenter une beauté, de vaincre un mal, de soulager une souffrance, d'aimer et d'être aimé, d'accomplir quelque chose de durable. Accomplissons la promesse qui est en chacun de nous et conduisons-nous de telle sorte que pour des générations à venir, il soit vrai de dire de nous: le monde est meilleur parce que, pendant un bref instant, ils y ont vécu. Merci Simone. Merci Merci pour Corinne. cette conversation profonde et généreuse et lumineuse surtout, qui te correspond si bien. Ton parcours continue de mettre le mouvement dans les consciences et d'inspirer celles et ceux qui bâtissent à leur tour un monde plus juste et ouvert. Simone Humbert a rappelé aujourd'hui que l'héritage ne se mesure pas en titres ou en trophées, mais dans les graines semées, les ponts construits, les vies touchées. Son parcours de l'ingénierie à l'engagement éducatif avec SEED incarne une vision du leadership tournée vers les autres, vers demain. À travers chaque étape, elle a fait le choix du sens, de la transmission, du lien. Merci Simone. Merci Corinne.